En 1989, une fillette de 4 ans est conduite d'urgence à l'hôpital, une artère de la jambe sectionnée. Elle meurt peu de temps après son admission. Selon les médecins, cette blessure ne serait pas due à un accident. En 1981, Cassie Hansen, 6 ans, disparaît mystérieusement pendant l'office religieux du soir. Il n'y a pas de témoin oculaire. Et le seul indice dont dispose la police est un cheveu. Mais un cheveu qui présente des caractéristiques très inhabituelles. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Les drames impliquant des parents infanticides sont particulièrement insupportables. Dans la grande majorité des cas, ils concernent des hommes et surviennent au sein de couples divorcés quand l'un des conjoints a la garde des enfants pour le week-end ou les vacances. Ainsi, tenez, en 2003, le maire du village de Bouc, en Meurthe-et-Moselle, en instance de divorce avec sa femme, supprimait ses 3 enfants avant de se donner la mort. 3 ans plus tard, à Tourcoing, un informaticien de 37 ans tuait lui aussi ses 3 enfants de 9, 6 et 4 ans à coups de couteau dans des circonstances similaires. Peut-on imaginer une situation plus dramatique qu'un infanticide? Eh bien oui, peut-être. Lorsqu'au meurtre d'un enfant s'ajoute une erreur judiciaire. Emory, au Texas, est une petite ville rurale située à 120 km de Dallas. C'est un endroit paisible où vivent seulement 1000 habitants. En 1988, Debbie Loveless et les 2 filles qu'elle a eues d'un précédent mariage emménagent avec John Miller. Il est également divorcé et travaille dans la construction. Mon mariage avec John a été heureux. C'était vraiment un homme bien. Il a toujours pris soin de moi et des enfants et notre vie de famille était heureuse. On était bien tous ensemble. On faisait plein de choses avec les enfants. On ne les laissait pas à la maison quand on sortait. On les emmenait partout avec nous. On formait une famille vraiment très unie. John, Debbie et les filles emménagent dans une ferme de 2 hectares située à la sortie de la ville. L'ensemble de la propriété est composé d'une maison, d'une grange et compte des chevaux et autres animaux de ferme. La petite April, 4 ans, adore la vie à la ferme. Elle adorait jouer dehors. Elle aimait passer du temps à l'extérieur. April aimait beaucoup monter aux arbres. J'avais toujours un mal terrible à l'en faire descendre. Elle pétillait. C'était vraiment une petite fille pleine de vie. Elle n'arrêtait pas une minute. Elle était toujours en train de courir. Je crois qu'elle ne savait pas marcher, puisqu'elle ne faisait que courir tout le temps. Elle respirait la joie de vivre. Le 4 janvier 1989, la fille aînée du couple part à l'école. April sort pour jouer dehors. Debbie va qu'à ses occupations, tandis que John travaille dans un vieux bâtiment se trouvant à l'angle de la propriété. Aux alentours de midi, Debbie appelle April pour venir déjeuner, mais elle n'obtient aucune réponse. John arrive soudain vers la maison, portant April dans ses bras. La petite fille saigne abondamment. Elle a une blessure grave à la jambe. Elle n'avait plus aucun vêtement sur elle. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de hurler. J'étais hystérique. Son corps était noir et bleu, et on pouvait s'en rendre compte à bonne distance. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Sa jambe gauche était ouverte. Il y avait une large entaille dans sa chair. Elle était ouverte jusqu'à l'os. Je savais que la situation était vraiment critique et qu'elle ne disposait que de très peu de temps pour être soignée et survivre. Même si John est un secouriste expérimenté, il est impuissant dans cette situation. April a déjà perdu beaucoup trop de sang. La blessure de 10 cm sur 15 a déchiré une grande partie de l'artère fémorale d'April. C'était comme s'il manquait une grande partie de sa jambe, comme si elle avait été arrachée.
Les médecins tentent l'impossible pour sauver la petite April, qui est déjà dans un état très critique. C'est comme si elle en avait déjà trop supporté. Et là, c'en était trop pour April. Elle a subi comme un deuxième choc. Elle ne pouvait plus se battre. La petite April, 4 ans, meurt sur la table d'opération. John déclare à la police qu'il a retrouvé sa belle-fille April dénudée sous un arbre et saignant abondamment de la jambe. Selon John, la petite fille aurait déclaré que c'était la faute des chiens. Le shérif ordonne qu'une autopsie soit effectuée. La police soupçonne qu'il y a eu meurtre. John Miller a déclaré que sa fille, April, lui a dit avant de mourir que les chiens l'avaient attaquée. Le shérif pense qu'il s'agit en réalité d'un meurtre. Le journaliste David Anners a couvert cette tragédie pour le journal local. La mort de cet enfant nécessitait l'ouverture d'une enquête. Et je pense que ce qui leur est immédiatement venu à l'esprit, c'est que c'était un homicide. Durant l'autopsie, le médecin légiste remarque la présence de longues marques verticales et de nombreuses plaies partout sur son corps. Il soupçonne alors qu'il s'agit de maltraitance. Le médecin légiste ne peut pas confirmer que la blessure à la jambe d'April a été causée par la morsure d'un chien. En effet, la plaie ne présente pas d'extrémité dentelée, caractéristique des morsures d'animaux. L'entaille est très nette. Le spécialiste en conclut qu'elle a été faite par un couteau et que la petite fille a été assassinée. Ne dit-on pas que chaque famille est une énigme? Que derrière des apparences de normalité, toutes dissimulent à des degrés divers mystère et secret. L'affaire qui nous intéresse est bouleversante. April, 4 ans, a été retrouvée grièvement blessée au pied d'un arbre, le corps couvert d'ecchymose et une artère fémorale tranchée. Son beau-père affirme qu'avant de sombrer dans le coma, la fillette a eu le temps de lui dire que les chiens l'avaient attaquée. Mais cette version des faits a été démentie par l'autopsie. En effet, les blessures ne correspondent pas aux marques dentelées de mâchoire canine. Dans ce cas, si April a été assassiné, ses parents, et notamment John Miller, son beau-père, sont les premiers suspectés. Alors c'est pourquoi, au lendemain du service funéraire, le couple est pris dans une tourmente médiatique et judiciaire qui ajoute encore à son chagrin. Les policiers étaient partout. Je ne pourrais pas vous dire combien ils étaient, mais ils avaient vraiment investi les lieux. Ils parcouraient la propriété, cherchaient dans la maison et dehors. Je leur ai dit, mais que se passe-t-il? Que faites-vous là? Et ils m'ont répondu qu'ils enquêtaient sur la mort d'April. Ils ne pensaient pas que des chiens pouvaient avoir fait ça à ma petite fille. Et ça m'a terrifiée parce que je n'arrivais pas à croire ni à comprendre que quelqu'un ait pu venir chez nous et lui faire ça. La police retrouve du sang d'April sur le poteau d'une clôture et sur quelques feuilles. En revanche, elle ne relève aucun indice attestant d'une attaque de chien. Il y a 3 chiens dans la propriété. 2 appartiennent à la famille et 1 au voisin. Aucun des animaux ne s'est jamais montré agressif ou n'a eu un comportement méchant auparavant. Dans la maison du couple, les enquêteurs trouvent tout un attirail associant les parents à des pratiques rituelles. Ils ont pensé que la blessure d'April avait été faite pour célébrer une cérémonie occulte et que c'est ça qui avait entraîné sa mort. C'est une hypothèse qu'ils se sont donné beaucoup de mal à étayer. La police trouve également un fer à friser électrique et 2 types de punaises. Ces objets auraient pu causer les marques et les plaies présentes sur le corps d'April. Les enquêteurs interrogent le couple sans relâche concernant le couteau. On nous a interrogés pendant des heures sur le couteau qui aurait été utilisé pour faire la blessure. Est-ce que j'avais encore le couteau? Où était-il? Ça n'en finissait pas. Le couteau de John est confisqué
et tous les autres objets trouvés dans la propriété sont envoyés au laboratoire de la police scientifique. Une première analyse montre qu'il s'agit peut-être de sang sur le couteau. Cet élément est suffisant pour que John Miller et Debbie Loveless soient inculpés de meurtre. Pensez aux visions horribles que cela suscite. De les imaginer portant cette petite fille, lui mutilant la jambe avec ce couteau, en lui faisant une horrible plaie ouverte et lui sectionnant l'artère avant de la frapper à plusieurs reprises, en utilisant un fer à friser. Et après tout ça, il se serait acharné sur elle avec des punaises. John et Debbie passent au détecteur de mensonges. C'est concluant pour Debbie, mais pas pour son mari. Les autorités locales ont rendu les résultats du test du détecteur et m'ont dit « Vous avez échoué, vous devez être le coupable ». Il a échoué à ce test et je n'arrivais pas à comprendre. Je n'avais jamais vu la moindre trace de violence chez John, aucune agressivité. Et là, ces officiers de police me disaient que c'était lui le coupable. Et je n'arrivais pas à comprendre. Tout ça n'avait aucun sens pour moi. Ensuite, j'ai essayé de me poser des questions et de chercher pourquoi il aurait pu faire ça. Durant le procès, la défense de Debbie et de John est assurée par des avocats commis d'office. L'un d'eux n'a pas voulu utiliser la théorie de l'attaque des chiens. L'un des avocats est venu me voir et m'a dit « Écoutez, on ne peut pas avancer qu'elle a été attaquée par des chiens ». Il a ajouté que le procureur leur avait dit qu'il n'avait rien. Il n'y avait rien pour prouver l'attaque. La défense n'avait pas d'argument. L'accusation dépeint John Miller comme un beau-père agressif qui s'est emporté contre la petite April. Il a perdu le contrôle de lui-même, l'a violentée, puis assassinée. Debbie est présentée comme une femme battue, trop effrayée par son mari pour tenter de faire quoi que ce soit. Le rapport d'autopsie apporte une preuve supplémentaire, prouvant qu'April a bien été assassinée. Les objets saisis chez le couple, qui auraient servi à mutiler le corps, sont également montrés comme pièces à conviction durant le procès. Vous êtes assis là et vous les écoutez échafauder leurs théories sur la façon dont le crime s'est produit. C'est une affaire vraiment atroce. C'est horrible de les imaginer tenir cette petite fille à leur merci et de lui faire subir tout ça. Paul Chitwood, l'avocat commis d'office pour défendre John, demande au juge plus de temps pour interroger les témoins de l'accusation. Il demande également des fonds pour engager son propre expert scientifique. Ces deux requêtes sont rejetées. Un expert de la défense certifie que même si les premières analyses du sang retrouvées sur le couteau de John ont montré qu'il s'agissait peut-être de sang humain, des tests complémentaires ont prouvé que ça n'en était pas. Aucune trace de sang n'a été retrouvée sur le fer à friser et sur les punaises. La théorie de l'attaque de chien n'est pas présentée à la cour. À ce point de l'enquête, policiers et procureurs doivent trancher entre deux hypothèses. Soit la fillette a été assassinée par ses parents, soit elle a été mortellement mordue par l'un des 3 chiens avec lesquels elle jouait. Pour étayer la première supposition, le médecin légiste affirme que les blessures sont dues à un objet tranchant et non à des crocs d'animaux. Élément aggravant, John Miller, le beau-père d'April, a été dépeint par certains comme un être tyrannique et brutal. Et des accessoires d'occultisme retrouvés dans la maison pourraient laisser penser que le couple s'adonnait parfois à des pratiques secrètes. Aurait-il sacrifié la fillette au cours d'une cérémonie satanique? Faute de preuves médico-légales, la seconde hypothèse selon laquelle les chiens l'auraient mordu à mort est abandonnée par la défense. Cette affaire m'en rappelle une autre, non moins tragique. En août 1980, Lindy et Michael Chamberlain, un couple d'Australiens, campent dans le bush avec leurs enfants, un garçon de 4 ans, et Azaria, sa sœur, âgée de quelques mois. Tandis que Lindy prépare le dîner, un cri retentit en provenance de la tente dans laquelle dormaient les enfants. Il y a une flaque de sang sur le sol et Azaria a disparu. Un dingo, un chien sauvage, a pris mon enfant, hurle Lindy Chamberlain, pour alerter les autres campeurs. La presse s'empare de l'affaire et la monte en épingle. Les enquêteurs retrouvent dans la voiture du couple une paire de ciseaux ensanglantés. Le coroner conclut à l'homicide.
Lindy Chamberlain est arrêtée, inculpée d'infanticide et incarcérée. Et bien 6 ans plus tard, des promeneurs retrouvent la veste d'Azaria. Elle est partiellement enterrée dans le désert. Elle présente des marques de morsure de dingo. Alors Lindy est libérée et perçoit la somme de 1 300 000 $ australiens en compensation. Mais pour autant, la famille est brisée et ne se rétablira jamais du traumatisme qu'elle a subi. Si j'ai pris le temps de mentionner cette anecdote, c'est pour rappeler les conséquences que peuvent avoir parfois des expertises trop hâtivement conclues. Pour autant, dans notre affaire, l'analyse des blessures infligées à la petite fille accuse formellement ses parents. En guise d'argument final, l'un des avocats de la défense a reconnu qu'il s'agissait d'un meurtre. Il a admis que la petite April avait bien été assassinée. Il a dit « Elle a été tuée, mais l'accusation n'a pas prouvé que c'était mon client le coupable. » John et Debbie sont tous les deux déclarés coupables par le jury et condamnés à la prison à perpétuité. La première fois que cette porte en acier a claqué derrière moi, c'était terrible. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. C'est un son très particulier qui donne la chair de poule. Et vous savez qu'on ne vous ouvrira plus jamais cette porte. Je ne pouvais pas fermer les yeux sans la voir telle que nous l'avions retrouvée, peu de temps avant qu'elle meure. Je n'arrivais plus à dormir. Je pensais que j'allais passer le restant de mes jours en prison. J'ai commencé à me battre dès le premier jour. J'avais déjà écrit à une association de soutien aux victimes d'erreurs judiciaires, j'ai écrit au gouverneur, à son assistant, j'ai aussi écrit à des membres du Congrès. J'ai dépensé beaucoup d'argent en timbres, alors que j'aurais certainement pu l'utiliser pour bien manger. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, accusé d'un crime que vous n'avez pas commis, vous perdez tout espoir. Et j'avais perdu espoir qu'on découvre un fait nouveau et qu'on connaisse enfin la vérité. J'étais innocent. Je savais que Debbie l'était aussi. Et je n'avais pas l'intention de renoncer à me battre. Il fallait que je trouve quelqu'un qui prouverait notre innocence. Les années passent. Debbie Loveless et John Miller s'inquiètent également pour leur fille aînée, placée dans une famille d'accueil. Le couple se bat toujours pour tenter de prouver son innocence. Je ne pensais pas que des innocents pouvaient se retrouver en prison, que des gens pouvaient être condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Je crois que j'étais très naïve et stupide de croire que ça ne pouvait pas arriver. Et finalement, j'ai bien vu que ça se produisait, mais je n'arrivais pas à y croire. J'étais innocente et tout le monde me disait coupable. John et Debbie maintiennent leur version des faits. April jouait dehors et était vêtue très légèrement car c'était une journée très chaude. Selon eux, l'un des chiens aurait attaqué leur fille alors qu'elle était en train de jouer. Au moment du déjeuner, Debbie et John cherchent April partout et remarquent que les chiens sont agités. John les suit et découvre la petite April étendue par terre. Elle saigne abondamment d'une blessure à la jambe. Selon John, April lui aurait dit avant de perdre conscience que les chiens l'avaient attaquée. Mais les experts scientifiques qui ont pratiqué l'autopsie ont conclu à un meurtre. Robert Hardis est l'avocat commis d'office pour assurer la défense des accusés dans leur procès en appel. Robert Hardis fait partie de ces avocats qui vous redonnent foi en la profession. C'est une belle âme. Il ne va pas s'arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Un jour, alors qu'il parcourt les preuves du dossier, Hardis tombe sur une boîte contenant des centaines de clichés des blessures d'April. Il s'agit pour la plupart de photos prises durant l'autopsie et présentées durant le procès. Mais l'avocat trouve également un autre jeu de photos prises peu de temps après l'arrivée d'April aux urgences.
Ces clichés n'ont pas été montrés au jury, et difficile d'affirmer que les premiers avocats de John et Debbie les aient vus. En comparant les photos, Hardis fait une étonnante découverte. Les photos de la blessure d'April à la jambe sont différentes. D'après les photos, on pouvait supposer qu'il s'agissait d'une attaque de chien. Hardis envoie les clichés à un expert scientifique de l'Institut médico-légal de Dallas. Après les avoir étudiés, l'expert affirme qu'il s'agit d'une attaque de chien. Il a dit « Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y a des traces de mâchoire canine. Nous avons pu démontrer que les dents de chien se superposaient parfaitement sur la blessure et que de la chair avait été arrachée à cet endroit. » Dennis Essen est odontologiste et reconnaît qu'il est parfois difficile d'identifier des blessures d'animaux. Selon lui, nombre de ces blessures sont rarement imputées à des animaux car ils arrachent souvent la chair au lieu de la mordre. Lorsqu'on doit se prononcer sur l'origine d'une plaie pour savoir s'il y a eu morsure ou pas, il faut absolument s'intéresser à l'ensemble des éléments pour repérer d'autres indices éventuels et répondre à la question « S'agit-il d'une morsure ou pas ?» Mais si c'est effectivement le cas et que des chiens sont à l'origine de la blessure d'April, pourquoi l'expert précédent ne l'a-t-il pas établi? La réponse est évidente. La blessure avait changé au moment de l'autopsie. En effet, les chirurgiens l'ont nettoyée avant de tenter de sauver la vie d'April aux urgences. Au moment d'être traité en chirurgie, cette blessure était très dentelée et de forme très irrégulière. Bien évidemment, le chirurgien a utilisé un scalpel pour nettoyer la plaie, enlever les tissus nécrosés pour avoir une plaie bien nette. La nouvelle équipe d'experts scientifiques remarque également que les nombreuses écorchures sur le dos d'April sont concentrées sur 4 lignes parallèles, des lignes qui correspondent aux 4 griffes de la patte antérieure d'un chien. Il y avait là une empreinte de patte et une autre ici. Et on m'a expliqué que tant que la personne blessée était en vie, ces marques particulières, ces bleus qui avaient la forme d'une patte, n'apparaîtraient pas. Puis, April s'est retrouvée sur le dos dans la salle d'opération et elle est morte durant l'intervention. Alors le sang a ensuite afflué au niveau de ces différentes marques pour bien faire apparaître l'empreinte d'une patte. Il est maintenant possible d'envisager un nouveau procès. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le premier jeu de photos montrant les blessures de la fillette avant sa mort et prouvant qu'elle avait été mordue par un chien n'a pas été montré au jury. Et les photos prises post-mortem, une fois que les plaies avaient été dégagées au bistouri par le chirurgien, ont été accablantes pour ses parents. Sans la persévérance de l'avocat commis d'office et la contre-expertise d'un odontologiste judiciaire, John Miller et Debbie Loveless auraient pu croupir leur vie durant derrière les barreaux. Aussi, après 5 ans d'incarcération et après avoir clamé en vain leur innocence, sont-ils autorisés à lancer une procédure en appel pour la révision de leur procès. Leur nouvel avocat, Robert Hardis, remet également la main sur une déposition capitale. Une femme a déclaré avoir vu les chiens des 2 accusés attaquer 3 personnes différentes dans 3 situations différentes. Elle a fait cette déclaration au shérif qui l'a écartée en disant que les chiens ne faisaient que s'amuser. Ce témoin n'a pas été appelé à comparaître dans le premier procès. Fort de ces nouveaux éléments, Hardis demande à ce que l'affaire soit rejugée. Il s'appuie sur le fait que ses clients n'ont pas bénéficié d'une défense suffisante lors du premier procès. Paul Chitwood, le premier avocat à assurer la défense de John Miller et Debbie Loveless, est même d'accord avec lui. Il était très énervé. Évidemment, personne n'aime s'entendre dire qu'il a fait du mauvais boulot. Et inefficacité de la défense, c'est bien ce que cela veut dire.
Paul Chitwood est aujourd'hui décédé, mais il avait pu donner son témoignage en faveur de John et Debbie. Il a alors rappelé à la cour qu'il avait demandé à pouvoir examiner les déclarations des témoins de l'accusation avant le procès, requête qui lui a été refusée. On lui avait aussi refusé la possibilité d'engager un expert scientifique indépendant pour réexaminer les preuves. Il a toujours eu la conviction qu'il n'était pas coupable du crime dont on les accusait. Le bureau du procureur n'a pas souhaité commenter l'allégation selon laquelle on aurait délibérément évité de transmettre certains clichés aux premiers avocats de la défense. En 1993, le juge ordonne un non-lieu pour John Miller et Debbie Loveless. Il y a désormais trop de preuves plaidant en leur faveur. Après 5 longues années d'emprisonnement, le couple recouvre la liberté. L'enquête menée au début a été plus que médiocre. Ils n'ont pas voulu croire à la possibilité d'une attaque de chien. Ils n'ont même pas creusé cette piste. Je n'arrivais pas à y croire. C'en était même effrayant parce que cela faisait 5 ans que j'étais dans cet endroit. Et ça déjà, je n'étais jamais arrivée à me l'expliquer. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Le bonheur de rentrer à la maison. J'allais retrouver ma fille, Amy. L'épreuve du procès et de l'incarcération a durement éprouvé les époux. Après leur libération, Debbie Loveless et John Miller se séparent. J'ai perdu 5 années de ma vie avec mon fils, avec Amy et Debbie. Elle s'était envolée, Debbie est partie aussi. Elle a fini par rencontrer quelqu'un. Elle voulait de l'aide et surmonter tout ça. Et elle est partie. Alors c'est vrai, je suis sorti de prison, mais ma vie était déjà complètement détruite. Une enquête bâclée et qui s'est appuyée sur de mauvaises expertises scientifiques. Je trouve que c'est terrifiant. Et ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Toute cette injustice dont nous avons été victimes, c'est incompréhensible. Nous avons littéralement été crucifiés pour un crime que nous n'avions pas commis. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Ainsi se termine cette tragique affaire. En plus d'une petite fille morte accidentellement, sa sœur a été privée de mère pendant 5 ans et un couple a été brisé. Triste bilan d'une enquête bâclée et d'une interprétation erronée des preuves médico-légales. Les erreurs judiciaires ne sont malheureusement pas des événements exceptionnels. Un rapport du ministère canadien de la Justice en a répertorié les causes principales. La difficulté de la police et du parquet à remettre en cause une enquête faussée dès le départ. L'erreur dans l'interprétation des indices matériels. Les faux témoignages. Et la fabrication de preuves par la police pour boucler rapidement une enquête et augmenter les statistiques des affaires résolues. Sachez encore qu'en France, depuis 1945, seules 7 erreurs judiciaires ont été reconnues comme telles par la chancellerie. L'affaire Doutreau, par exemple, est restée dans les mémoires. En 2001, 18 personnes accusées de pédophilie sont placées en détention provisoire pour une période d'1 à 3 ans. Après d'innombrables rebondissements et 2 procès, 13 d'entre elles sont déclarées innocentes. Cette affaire, qualifiée de naufrage judiciaire, a largement remis en cause le rôle assigné au juge d'instruction qui est, on le sait, inquisitoire. Néanmoins, plus de 2000 non-lieux ont été rendus en France en 2005, ce qui tend à montrer que dans la pratique courante, le juge instruit à charge autant qu'à décharge. Lorsqu'un drame survient brutalement et brise une vie, l'entourage de la victime a le désir fou et utopique de remonter le temps, d'effacer les quelques minutes fatidiques au cours desquelles tout a basculé. L'espoir insensé de gommer le cauchemar et de revenir en arrière. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre ce sentiment d'une manière tragique. C'est une froide nuit de novembre
en 1981 dans le Minnesota. La famille Hanson est en route pour la messe de l'église luthérienne évangélique de Saint-Paul. Ellen Hanson et ses deux filles, Cassie et Vanessa, se réjouissent de cette soirée en famille à l'église. Bill, leur père, a d'autres obligations et ne peut pas les accompagner. Je m'en souviens comme si c'était hier. On a dîné et les filles sont montées dans la voiture. Hélène était au volant. On était dans le garage et Cassie était assise sur le siège passager. Elle m'envoyait des bisous et me faisait coucou de la main. Hélène, Cassie et Vanessa arrivent en avance à l'église. Les filles descendent pour aller jouer dans la salle de jeu où se tiennent les cours de catéchisme le dimanche. Cassie prévient sa mère qu'elle se rend aux toilettes. Quelques minutes après, je suis descendue aux toilettes, mais elle n'y était pas. Alors je suis remontée et j'ai crié son nom plusieurs fois. J'ai reçu ce coup de fil d'Hélène dans lequel elle me prévenait que notre petite Cassie avait disparu. Je crois qu'à cet instant, mon cœur a dû s'arrêter de battre. J'avais le souffle coupé. Vous imaginez? Plein de choses me passaient par la tête. Parce que vous connaissez bien votre enfant. Vous savez qu'elle ne s'aventurerait jamais n'importe où, toute seule, comme ça. J'ai tout de suite su que quelque chose de grave avait dû arriver. Comme la fillette reste introuvable, la police de Saint-Paul est appelée sur les lieux. Dans l'heure, la photographie de Cassie est distribuée à tous les journaux et chaînes de télévision de la région. Les recherches se poursuivent toute la nuit. On est resté là toute la nuit. Il y avait beaucoup de monde avec nous. Environ 200 personnes étaient là pour nous aider à la retrouver. La police enquête dans tout le voisinage et des bénévoles passent des centaines d'appels. En vain. Le lendemain, au petit matin, la police fait une découverte macabre. Le corps de Cassie Hanson est découvert dans une benne derrière un garage, situé à 5 km à peine de l'église. Cet agent infiltré est le premier policier arrivé sur les lieux. Ça a vraiment indigné la communauté. Ça a indigné un bon nombre d'agents de police. C'était comme s'ils l'avaient considéré ni plus ni moins que comme un déchet bon à jeter. Les chaussures de Cassie, dont les boucles ont été enlevées, sont retrouvées à 2 endroits différents, mais dans le périmètre de la benne. Caroline Lowe a couvert l'affaire pour une chaîne de télévision locale. Une église, c'est normalement un endroit où on peut amener son enfant en toute sécurité. Le lieu et les gens inspirent confiance. Et c'est la dernière chose à laquelle on s'attendrait. Comment penser qu'un étranger puisse pénétrer dans une église pour enlever un enfant? L'autopsie révèle que la petite fille a été agressée sexuellement. Le sperme retrouvé sur la robe de Cassie indique que l'agresseur est de groupe sanguin O. Des cheveux n'appartenant pas à la petite fille sont par ailleurs collectés. La cause de la mort est la strangulation, au moyen d'une ceinture large. Les marques sur la poitrine de Cassie indiquent qu'une autre sangle a été utilisée pour l'immobiliser. Un membre de l'église se souvient avoir vu un homme blanc dans les 50-60 ans portant des lunettes noires et ayant les cheveux blancs près des toilettes la nuit du drame. C'est vague comme description, mais c'est la seule piste dont disposent les enquêteurs. Après le meurtre de Cassie Hanson, la police s'attelle à localiser tous les délinquants sexuels se trouvant dans les environs. Il y avait 107 personnes qui avaient été identifiées par des citoyens ou à l'issue d'une enquête policière, comme des suspects potentiels. Sur ces 107 personnes, 57 avaient soit leur domicile, soit leur lieu de travail dans le quartier où la fillette avait été enlevée. La police interroge un grand nombre de ces personnes. Rapidement, elle tient un suspect, mais aussi des aveux.
Rondell Quinley, cette femme qui venait du Texas, prétendait avoir tué Cassie Hansen. Elle s'est présentée à la police de Saint-Paul pour y faire ses aveux, et là, il s'est avéré qu'en fait, elle avait appris l'affaire dans les journaux et qu'elle ne faisait que réciter le contenu des articles. Elle prétendait avoir agi seule, mais de toute évidence, c'était un homme qui avait laissé son sperme et donc c'était de l'affabulation. La police entend 2 autres témoins qui ont vu un homme blanc porter un enfant inerte à proximité de la poubelle du garage, la nuit du meurtre. Leur signalement correspond à celui qui a été fourni par le membre de l'église, qui a vu un individu d'une 60aine d'années près des toilettes. N'ayant aucune autre piste, la police contacte le département des sciences comportementales du FBI à Washington. Les profilers analysent les antécédents et le comportement des auteurs de crimes similaires. À partir de là, ils font des recommandations concernant le type d'individu qui doit être recherché. Les bases du profilage remontent à un peu plus d'1 siècle. Mais il devient une discipline à part entière aux États-Unis dans les années 1950. D'anciens agents du FBI commencèrent à interroger les prisonniers pour rechercher des facteurs communs liant leurs crimes. Ainsi, des schémas ressortirent de l'étude des tueurs en série. La plupart d'entre eux avaient été victimes de maltraitance dans leur enfance, ce qui avait pu les conduire à des comportements anormaux, comme la pyromanie, la cruauté envers les animaux ou les enfants, puis à de petits délits et à la méfiance envers les autorités. La plupart connaissent ensuite une escalade vers des crimes plus violents entre 25 et 30 ans. En général, le goût de la manipulation et de la domination conditionne leur comportement et il peut être associé à des perversions sexuelles. Certains tueurs en série peuvent apprécier la notoriété ou le fait de collectionner des objets ayant appartenu à leurs victimes. Dans notre affaire, les profilers doivent échafauder un schéma directeur à partir du peu d'éléments dont ils disposent. Le meurtre, le meurtrier de la petite Cassie, serait un pédophile de race blanche, âgé de 50 à 60 ans. Et il aurait des tendances fétichistes, puisqu'il a arraché les boucles de chaussures de la fillette pour les conserver en guise de trophée. L'ancien agent John Douglas a dressé le profil du tueur de Cassie pour la police de Saint-Paul. D'après lui, il s'agirait d'un homme blanc, un solitaire avec une piètre estime de lui-même et ayant probablement été victime d'abus sexuels durant son enfance. Toujours selon Douglas, l'homme pourrait fréquenter des squares où jouent des enfants. Ce serait un octambule qui aimerait circuler en voiture la nuit. Après le meurtre, il n'aurait pas fui le quartier, considérant son acte comme justifié. Il se peut qu'il ait conservé un souvenir de son crime. Et dernier point, mais non des moindres, il serait obsédé par le meurtre, au point de ne pas pouvoir s'empêcher d'en parler. Les enquêteurs obtiennent plusieurs pistes très utiles. L'une d'entre elles leur est fournie par Dorothy Noga, employée dans un salon de massage. Ça vous va? Extra. Elle déclare à la police que l'un de ses clients, un chauffeur de taxi du nom de Stuart Knowlton, s'est fait masser dans son salon le lendemain du meurtre de la petite Cassie Hansen. Au fait, Dorothy, si jamais on me demande, tu pourrais dire que j'étais aussi au salon la nuit dernière? Sa question a éveillé ses soupçons. Au cours de son interrogatoire, Knowlton nie être impliqué dans ce meurtre. Il a par ailleurs un alibi. Il déclare qu'il était en service au volant de son taxi la nuit du meurtre. Si son alibi venait à se vérifier, les enquêteurs se retrouveraient de nouveau dans une impasse. Dorothy Noga propose aux enquêteurs d'enregistrer ses conversations avec Knowlton, mais il refuse, jugeant l'entreprise trop dangereuse. Janice Redman, employée à l'office du logement de Saint-Paul, connaît aussi Stuart Knowlton.
8 mois avant le meurtre de Cassie Hansen, un locataire avait déposé une plainte à l'encontre de Stuart Knowlton, car celui-ci avait fait des avances sexuelles à des enfants. D'aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas avoir jamais vu quelqu'un d'aussi terrifiant que lui. 2 témoignages impliquent Stuart Knowlton dans le viol et le meurtre de la petite Cassie Hansen. Dorothy Noga, qui prétend qu'il lui a fait des confidences dans son salon de massage. Et Janice Redman, employée à l'office du logement de Saint-Louis, qui a enregistré des plaintes concernant les avances sexuelles qu'il aurait faites à des enfants. Courageusement, ces 2 femmes proposent aux policiers de tenter de le piéger en dissimulant sur elle des micro-émetteurs. Mesurant le danger que cela représente, les enquêteurs déclinent la proposition de Dorothy Noga. Mais le temps presse et la police ne peut pas prendre le risque de laisser en liberté un prédateur aussi dangereux. Janice Redman fait aux enquêteurs la même proposition que Dorothy Noga, cacher sur elle un micro et évoquer avec Stuart Knowlton l'affaire du meurtre de la petite Cassie Hansen. Cette fois-ci, les enquêteurs décident d'accepter. Lorsque Janice Redman rencontre Knowlton, elle lui demande s'il a suivi les actualités sur le meurtre de la petite Cassie. Ce dernier répond que oui. Ensuite, il commet une grave erreur. Il parle du fait que la fillette a été frappée au visage. Or, ce fait n'a pas été révélé au public. Thomas Pouch, le procureur en charge de cette affaire, déclare qu'il s'agit là de leur première avancée. C'était une preuve accablante contre lui parce que personne n'avait révélé à la presse que la petite fille avait été battue. Seul le tueur pouvait être au courant. En même temps, on n'avait pas de témoins et le dossier ne reposait que sur des preuves indirectes. Alors que la police le suit à la trace, Stuart Knowlton traverse une rue du centre-ville de Saint-Paul. Il est renversé par une voiture et grièvement blessé. Il est aussitôt conduit aux urgences où il est amputé de la jambe à partir du genou. Je me suis dit que c'était une intervention divine, que les enfants allaient être protégés maintenant, et que jamais plus, ils ne pourraient en enlever un autre. La police a vérifié l'alibi de Knowlton et elle découvre que pour la nuit du meurtre, il n'a pas rendu son carnet de courses. Lorsqu'il est interrogé sur ce point, il déclare qu'on le lui a volé. Malgré les mises en garde de la police, la masseuse Dorothy Noga prend l'initiative de téléphoner à Stuart Knowlton pour essayer de le faire parler. On a trouvé son acte vraiment héroïque. Elle nous a rapporté qu'au cours de leur conversation, il lui avait avoué avoir tué la petite fille. Autrement dit, il avait tué Cassie. Dorothy Noga voulait aider à faire avancer l'affaire. Elle disait être disposée à lui parler et à enregistrer leur conversation. Et c'est ce qu'elle a fait, des heures durant. Mais le suspect ne va pas réitérer ses aveux. Tard dans la soirée, alors que Dorothy Noga quitte enfin son salon, un homme surgit de l'obscurité et lui tranche la gorge. Il s'enfuit, la laissant pour morte. Je suis allé à l'hôpital, elle avait eu la gorge taillée sur tout un côté. Sa pression sanguine était nulle. Ils m'ont dit qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais miraculeusement, Dorothy survit. Pour essayer de se rappeler les détails de son agression, Dorothy Noga se soumet à une séance d'hypnose. En 1855, James Braid, un chirurgien anglais, introduit le concept d'état de conscience modifié qu'il nomme théorie de l'hypnose. L'hypnose évoque encore souvent un sommeil mystérieux, magique ou inquiétant. Et cette conception génère soit des attentes irréalistes,
soit une méfiance exacerbée. Mais loin d'induire la passivité, l'hypnose est un état actif dans lequel un certain nombre de phénomènes se produisent grâce à une collaboration du patient. Alors l'utilisation de l'hypnose dans le cadre judiciaire a débuté aux États-Unis dans les années 70. Dans la plupart des pays européens, elle s'est développée il y a une vingtaine d'années pour tenter de résoudre des affaires criminelles. Les entretiens sous hypnose sont proposés aux victimes et aux témoins des faits graves qui éprouvent des difficultés à restituer justement ces faits. Aujourd'hui, bien que toujours controversée, cette méthode a prouvé son efficacité dans de nombreux dossiers. Dans notre affaire, Dorothy Noga, la masseuse, qui s'est efforcée d'arracher des confidences à Stuart Knowlton, le principal suspect, et qui a failli le payer de sa vie, parviendra-t-elle à identifier son agresseur en état d'hypnose? Elle parvient à se souvenir de l'homme qui l'a agressée cette nuit-là. Elle dit que c'est Stuart Knowlton qui l'a agressée, quelques heures seulement après la conversation téléphonique au cours de laquelle il a avoué le meurtre de Cassie Hanson. Et il a enfoncé son couteau tout droit dans mon cou. Et ensuite il l'a retiré. Je l'ai senti et j'ai alors tourné la tête comme ça et il m'a dit « Je vais t'apprendre à tenir ta langue ». Et après, il m'a tranché la gorge comme ça tout du long. Dans l'État du Minnesota, la loi ne prend pas en compte les souvenirs recueillis sous hypnose. Ces témoignages n'étant pas recevables devant la cour, le procureur ne peut pas s'en servir contre le suspect. Les experts scientifiques qui enquêtent sur le meurtre de Cassie Hanson disposent d'un échantillon de sperme indiquant que le groupe sanguin de l'agresseur est O. En 1983, les tests ADN sont encore loin d'être généralisés dans les affaires criminelles. Stuart Knowlton est de groupe sanguin O, mais c'est aussi le cas de plus d'un tiers de la population. La police se procure un cheveu de Stuart Knowlton et l'envoie en même temps que les vêtements de Cassie Hanson au laboratoire de médecine légale du FBI à Washington, D.C. Les techniciens utilisent une spatule pour racler les fibres et les cheveux présents sur les vêtements de Cassie. Les éléments récupérés sont ensuite analysés au microscope et comparés aux cheveux de Knowlton. Le travail de comparaison est subjectif. Même si les échantillons semblent identiques, comparer des cheveux n'a rien à voir avec des empreintes digitales. À cette époque, Al Robillard dirigeait le service d'analyse des fibres et cheveux du FBI. La comparaison des cheveux ne permet pas d'avoir une certitude absolue sur sa provenance. Le fait de dire qu'un cheveu est identique à ceux d'un individu ou qu'il possède les mêmes caractéristiques microscopiques que les cheveux de cet individu ne veut pas nécessairement dire que ce cheveu est à lui. Cela s'explique par le fait qu'un cheveu ne présente pas de caractéristiques uniques qui permettraient d'arriver à une conclusion irréfutable. Il est tout à fait possible que deux cheveux tellement similaires qu'on ne puisse pas les distinguer au microscope appartiennent en fait à deux individus différents. Mais dans cette affaire, l'expert scientifique fait une découverte capitale. Sur les vêtements de Cassie, il trouve un cheveu dont les caractéristiques lui sont totalement inconnues. Ce cheveu sortait vraiment de l'ordinaire, à tel point que durant toute ma carrière passée à examiner des cheveux au laboratoire du FBI, je n'ai jamais eu à examiner ou à comparer d'autres cheveux ayant cette particularité. Il s'agit d'une affection de la tige pilaire appelée pili annulati. Plus communément, on en parle comme de la maladie des cheveux annelés. À mes yeux, c'était un élément significatif. Le pili annulati est une anomalie de la tige pilaire, une maladie rare dont la cause est inconnue. Prenons l'exemple de la queue d'un raton laveur. Si on l'observe au microscope, on voit apparaître des bandes sur ses poils.
Si ces bandes apparaissent, c'est parce qu'il existe une sorte de cassure dans cette zone de la cuticule. Elle commence à se fissurer. Lorsque Robillard analyse le cheveu de Stuart Knowlton, il constate que celui-ci présente les signes de la même maladie. C'est sûr et certain. J'ai pourtant examiné des milliers de cheveux durant ma carrière. Et je n'ai eu ce cas de figure qu'une seule fois. J'ai étudié 2 cheveux et j'ai pu relier la victime et un suspect, non seulement grâce à des caractéristiques microscopiques du cheveu, mais aussi grâce à une maladie capillaire. À la suite de cette découverte, Stuart Knowlton est arrêté et inculpé du meurtre de la jeune Cassie Hanson. Lors de son témoignage, Dorothy Noga va tenir les spectateurs du tribunal en haleine. Elle raconte au jury ce que Knowlton lui a avoué lors d'un appel téléphonique quelques heures avant d'être sauvagement agressé. Knowlton était en service près de l'église quand il s'est arrêté pour aller aux toilettes. C'est là qu'il rencontre Cassie Hanson. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu t'appelles? Cassie. Tu es là pour la messe? Oui. Avec ta maman et ton papa? Juste ma maman. Il lui demande si elle veut jouer. À quoi? Lorsqu'il l'entraîne à l'extérieur en direction de son taxi, elle commence à avoir peur et se met à hurler. Une fois dans le taxi, comme Cassie se débat pour s'échapper, Knowlton l'étrangle à l'aide de sa ceinture. Plus tard, il jette son corps dans une benne, se trouvant à quelques kilomètres de là. Il récupère les boucles de ses chaussures, telles des trophées, et abandonne les 2 chaussures à 2 endroits différents. Stuart était un fétichiste des chaussures. Quand il m'a parlé des chaussures, au début, ça ne voulait rien dire pour moi. Avec le recul, je sais maintenant que ça avait plus de sens que ce que je croyais. La description de la maladie capillaire rare de Stuart Knowlton convainc le jury que le cheveu cannelé retrouvé sur les vêtements de Cassie appartient à l'accusé. La preuve fournie par le laboratoire du FBI était vraiment cruciale dans cette enquête. C'était un élément absolument essentiel pour confondre Stuart Knowlton et pouvoir obtenir sa condamnation. Stuart Knowlton est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, la famille Hanson espère que la mort brutale de Cassie pourra servir d'avertissement à d'autres enfants. La famille Hanson a fondé une association baptisée « Sauvons les amis de Cassie ». Son but est de sensibiliser le public aux enlèvements d'enfants qui peuvent avoir lieu à tout moment et n'importe où. Cette affaire s'est déroulée en 1983, soit 2 ans avant la première utilisation de la signature ADN dans les enquêtes criminelles. C'est pourquoi les policiers avaient dû se contenter des preuves médico-légales indirectes dont ils disposaient. Une tache de sang révélant un groupe sanguin et les boucles des chaussures de la petite victime retrouvées au domicile de Knowlton. Fort heureusement, un de ses cheveux recueillis sur les vêtements de Cassie présentait les symptômes de pili-annulati, une maladie capillaire très rare. Sans cette anomalie providentielle, le prédateur aurait pu échapper à la justice. Sachez encore que pendant le procès, qui dura 13 jours, Knowlton fut isolé dans une cellule de haute sécurité de la prison de Saint-Cloud, tant le procureur redoutait les réactions violentes de la part des autres détenus. Ses avocats avaient d'ailleurs insisté pour que le procès soit délocalisé, mais cette requête avait été rejetée. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et de nous rester fidèles. Rendez-vous prochainement sur cette antenne
pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.